On va se pencher aujourd'hui sur une question fondamentale en droit pénal togolais, une question qui est au cœur même de la justice. À quel moment, au juste, un simple acte du quotidien bascule et devient une infraction aux yeux de la loi? Eh bien, en droit togolais, la réponse n'est pas une question de morale ou de feeling, non. C'est une formule, une sorte de test en 3 étapes. Et pour qu'un acte soit qualifié d'infraction, il doit réussir ce test, sans aucune exception. Alors, voilà notre parcours pour comprendre tout ça. On va d'abord définir ce qu'est une infraction, ensuite on va décortiquer un par un ces fameux 3 piliers, l'élément légal, le matériel et le moral. On verra aussi qu'il y a des exceptions, des cas où la responsabilité peut être, disons, nuancée, et à la fin, on essaiera de comprendre pourquoi cette structure est si importante pour la justice. Allez, c'est parti. Pour que tout ça soit bien concret, on va suivre un petit scénario tout simple qui va nous servir de fil rouge. Imaginez la scène. Un certain Patrice est assis à la terrasse d'un café. Il se lève et prend un téléphone qui est posé sur la table. La question est simple. Est-ce un crime? Pour le savoir, la loi togolaise nous demande de vérifier 3 points, un peu comme une checklist. Commençons par la base de la base, le tout premier pilier, le plus fondamental, l'élément légal. Alors ça, c'est le fondement de toute justice moderne. Il y a cette phrase en latin que les juristes adorent. Nullum crimen, nulla poena sine lege. Ça veut dire quoi en clair? C'est simple. Pas de crime et donc pas de peine si la loi ne l'a pas prévu noir sur blanc. Un acte, aussi répréhensible qu'il puisse paraître, n'est une infraction que si un texte de loi le dit explicitement. C'est l'article 3 du Code pénal togolais qui grave ce principe dans le marbre. Donc, revenons à notre ami Patrice et son téléphone. Pour que son geste soit un crime, il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'il existe une loi au Togo qui dit que prendre le bien de quelqu'un d'autre sans son accord est interdit? La réponse, bien sûr, est oui. C'est la définition même du vol. Ok, première case cochée. Mais ça ne suffit pas. Une mauvaise pensée n'a jamais envoyé personne en prison. Et ça nous amène directement au deuxième pilier, l'élément matériel. L'élément matériel, c'est simple. L'idée doit se transformer en acte. Il faut quelque chose de concret, de visible, de tangible. Une action, ou même une absence d'action, ce qu'on appelle une omission. Bref, l'infraction doit sortir de la tête de la personne et exister dans le monde réel. Pour Patrice, ça veut dire qu'il doit, physiquement, prendre le téléphone. S'il prend le téléphone et s'en va avec, l'acte est complet, on parle d'infraction consommée. Mais imaginons qu'il commence à prendre le téléphone et que quelqu'un l'interrompt. L'acte est incomplet. C'est ce qu'on appelle une tentative. Et la loi, bien sûr, a prévu ce cas de figure. Oui, parce que toute tentative n'est pas forcément punie. L'article 46 du Code pénal nous donne les règles du jeu et elles sont très précises. Il faut 3 choses. 1. Il faut un commencement d'exécution. Patrice doit avoir fait plus que simplement y penser. 2. L'infraction ne doit pas avoir été jusqu'au bout. Et 3. C'est crucial, l'interruption doit être involontaire. Si le serveur l'arrête, c'est involontaire. S'il change d'avis tout seul, c'est une autre histoire. Et cette histoire de changer d'avis, ça nous montre bien qu'il manque encore une pièce au puzzle. La plus importante peut-être, le 3e pilier, l'élément moral. Autrement dit, qu'est-ce qui se passait dans la tête de Patrice? Ici, on touche au cœur du sujet, l'intention. L'article 17 du Code pénal est très clair là-dessus. Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. En gros, pour être coupable, il faut avoir voulu commettre l'acte. Et c'est toute la différence entre un vol et une simple étourderie. Est-ce que Patrice savait pertinemment que ce téléphone n'était pas le sien et a décidé de le prendre quand même? Ça, c'est l'acte intentionnel. Ou est-ce qu'il a pris le téléphone en étant absolument persuadé que c'était le sien parce qu'il a le même modèle? Là, c'est une erreur. L'acte matériel est le même, mais l'intention change tout. Alors, on pourrait se dire, si les 3 piliers sont là, la loi, l'acte, l'intention, l'affaire est pliée. Eh bien, pas tout à fait. Le droit a prévu des sortes de soupapes de sécurité, des situations exceptionnelles qui peuvent changer la donne. On les appelle les faits justificatifs. Ce sont des circonstances très particulières où un acte qui est normalement illégal devient légal. Oui. Par exemple, la fameuse légitime défense. Mais il y a aussi le fait d'agir sur ordre de la loi, ou sur commandement d'une autorité légitime, ou encore dans un état de nécessité. Prenons justement la légitime défense, c'est un excellent exemple. Attention, ce n'est pas un permis de faire n'importe quoi. Pour qu'elle soit reconnue, les conditions sont hyper strictes. D'abord, il faut une agression injuste qui est en train de se produire. Ensuite, la riposte doit être la seule solution et elle doit être immédiate. Et enfin, et c'est fondamental, la riposte doit être proportionnée à l'attaque. On ne répond pas à une simple gifle par un coup de fusil. Bon, on a vu nos 3 piliers et même les exceptions. Mais au final, à quoi sert toute cette architecture complexe? En fait, chaque pilier a un rôle bien précis, comme les pieds d'un tabouret.
Le pilier légal, c'est la garantie que personne ne peut être puni pour quelque chose qui n'est pas interdit par la loi. C'est la sécurité juridique. Le pilier matériel, lui, nous assure qu'on ne punit que des actions, des faits concrets et pas de simples pensées. Et enfin, le pilier moral est là pour protéger celui qui agit par erreur, sans avoir l'intention de faire du mal. Tout ça forme une structure très rigoureuse. L'objectif, c'est de trouver un équilibre vraiment délicat entre deux choses. D'un côté, le besoin de la société de punir les actes répréhensibles, et de l'autre, le devoir de protéger les droits et les libertés de chacun contre l'arbitraire. Et ça nous amène à une dernière question, une question qui reste ouverte. Au fond, ce système des 3 piliers, avec toute sa rigueur et ses garanties, est-ce qu'il protège avant tout la société ou est-ce qu'il protège avant tout l'individu ?